quand je suis passé aux États-Unis en 2008, juste avant de partir en Afghanistan, j'ai réappris tous les penseurs français aux États-Unis. Parce que bien sûr qu'ils étaient étudiés comme étant des références dans le monde de la contre-insurrection. Il était dans l'état-major de Galman, donc il a vécu l'effondrement de l'intérieur. Il a vu ces instructeurs de Saint-Cyr qui étaient si durs, si rigides dans les années 30, se mettre à pleurer comme des enfants parce qu'ils étaient complètement dépassés par ce qui se passait. Beaufre est quelqu'un qu'il faut lire aujourd'hui, impérativement. Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier entretien que j'ai l'honneur et le plaisir de faire avec le général Hervé Pierre, qui a bien voulu inaugurer cette série d'entretiens sur la chaîne Guerre et Littérature. Bonjour mon général. Bonjour. Alors tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir reçus ici à l'hôtel de Brienne, qui est un lieu magnifique pour ce premier entretien. On va commencer par une petite présentation de votre parcours. Donc vous êtes né en Afrique d'un père géologue, vous êtes Saint-Cyrien de la promotion Maréchal Lannes. À l'issue de votre formation, vous avez choisi de servir au sein des troupes de marine. Donc vous avez été chef de section au 3e régiment d'infanterie de marine, commandant d'unité au 2e régiment d'infanterie de marine, chef de corps du 3e régiment d'infanterie de marine, avant de commander la brigade d'infanterie de marine. Vous aurez été engagé dans de nombreux théâtres d'opérations, tels que le Tchad, l'ex-Yougoslavie, la Côte d'Ivoire, l'Afghanistan, le Mali et la Centrafrique. Vous avez été conseiller militaire du Premier ministre et vous commandez actuellement le service des officiers généraux. Côté académique, vous êtes titulaire d'un DEA en histoire, d'un master de philosophie à l'université de Nanterre et d'un doctorat en sciences politiques. Et côté sportif, vous pratiquez l'ultra-trail, le parachutisme, le voile et la plongée, entre autres. Enfin, pour la petite anecdote, vous vous intéressez vraiment à tous les domaines, puisque j'ai vu que vous avez passé un baccalauréat agricole par correspondance, pendant que vous commandiez la 9e BIMA, et que vous avez monté une auto-entreprise agricole sur votre ferme familiale, qui produit du blé, du miel et de l'huile. Sacré parcours. L'entretien se fera donc en 2 parties. La première sur le général Beaufre, père de la stratégie française, qui est le dernier ouvrage que vous avez publié aux éditions Perrin, et la seconde un peu plus personnelle sur votre parcours, et sur le rapport du monde militaire à la littérature. Et avant de commencer cet entretien, donc la toute première question, c'est quel est le dernier livre que vous avez lu ? Alors généralement, je lis plusieurs livres à la fois pour pouvoir alterner les points de vue. En l'occurrence, j'en ai lu 2 très récemment. Le premier est un livre que je conseille aux préparants d'école de guerre, mais à tout officier, qui s'appelle La direction de la guerre, stratégie et pratique de François Caïto. C'est un livre absolument remarquable qui présente les conditions de réussite d'une entrée en guerre et des conditions de réussite d'une conduite de la guerre, en prenant des exemples historiques qui remontent à Louis XIV et jusqu'aux conflits les plus récents. Il y a beaucoup de choses à tirer de cet ouvrage. Le deuxième livre, vous avez parlé un peu philosophie, puisque j'ai passé quelques années à étudier la philosophie, c'est un livre de Gilles Deleuze, alors qu'il n'a pas écrit, ce sont les cours qu'il a donnés à l'Université libre de Vincennes dans les années 80, qui s'appelle « Ligne de vie », et qui est un livre absolument remarquable sur la complexité humaine. Et en littérature un peu plus légère, en roman par exemple ? Alors un roman qui s'appelle L'Ami du Prince et qui est sur les derniers jours de Sénèque. Alors vous allez me dire c'est historique, mais c'est une forme romancée qui rappelle les conditions dans lesquelles Sénèque a mis fin à ses jours, et plus sérieusement, ou plus profondément, les conditions de conseil de Sénèque vis-à-vis de l'empereur. Sachant que l'empereur avait ordonné à Sénèque de se suicider. Exactement. Ce qu'il a fait avec un enthousiasme tout à fait relatif. Tout à fait. Avant de passer à la présentation de votre ouvrage, dont la lecture est bien entendu plus que recommandée pour réussir le concours de l'école de guerre, on va tout de suite répondre à la catchphrase, pardon pour l'abominable anglicisme, de la miniature. Si vous avez un conseil à donner aux préparants de l'école de guerre, lequel serait-ce ? Le premier des conseils, qui est vraiment un conseil, à mon avis, central, c'est de savoir pourquoi ils veulent réussir le concours d'école de guerre. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire, il faut travailler, il faut lire, et je pense qu'il faut développer l'agilité. Ça, j'ai une petite aparté, mais vous ne pouvez pas tout voir, vous ne pouvez pas tout connaître, mais votre intelligence, c'est pas l'accumulation de connaissances, c'est la manière dont vous les mettez en relation. En quelque sorte, ça rejoint cette idée du génie, c'est les intuitions, c'est-à-dire comment vous arrivez à rebondir d'un sujet à un autre, à réalimenter la réflexion. Voilà. Ça, c'est vraiment cette agilité qu'il faut réussir à trouver. Mais je mets ça de côté. Bon, pour répondre à la question, je pense que la clé, c'est de voir au-delà de l'école de guerre. Ce pourquoi on veut faire l'école de guerre.
C'est pas pour avoir un meilleur indice de sol, c'est pas pour avoir un grade plus important, c'est pas parce que c'est bien de faire l'école de guerre, c'est pas parce que ça fait plaisir à son entourage. C'est comment je me projette dans des fonctions futures, sans se rêver, il y en a qui peuvent, hein, mais sans se rêver maréchal de France, chef d'état-major des armées, mais pourquoi je veux faire ça, c'est comment je me vois dans 10 ans, quelle responsabilité je me sens capable, quelle est la place que je suis prêt à occuper dans l'ensemble cohérent que sont les armées. Et une fois qu'on a défini ça, ça rétroagit, la lumière rééclaire ce pourquoi je veux faire l'école de guerre et ce que je cherche à l'école de guerre. Et autant l'oral peut ressembler à une sorte de casting, autant les casteurs, ils attendent de trouver en face d'eux quelqu'un qui donne du sens à ce qu'il veut faire. Ça, c'est la clé. Et il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent même pas à ça. Ils vont passer l'école de guerre, quoi. Il faut passer l'école de guerre, quoi. Ils bûchent et tout. Mais il y a une réflexion très intime sur ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on est prêt à sacrifier dans sa vie aussi, parce que après, on va vous donner des postes exigeants. Ces postes exigeants vont vous contraindre dans vos vies. Et comment est-ce que vous assemblez toutes vos identités personnelles, familiales, comment est-ce que vous trouvez un équilibre et comment cet équilibre fait une part importante aux responsabilités que vous êtes prêt à assumer. Et ça, c'est une question clé qu'il faut se poser au début, qui peut paraître très personnelle, mais qui en fait va éclairer vos réponses ensuite. Et ça, le jury va le sentir. S'il sent quand vous passez l'école de guerre parce qu'il faut, vous êtes inscrit sur une liste et que c'est mieux de le faire. Pour revenir sur votre livre, pouvez-vous le présenter en quelques mots aux lecteurs qui ne connaîtraient pas encore le général Beaufre ? Donc il s'agit de la biographie du général Beaufre, c'est la première biographie du général Beaufre, il n'y a aucune biographie qui a été écrite avant ni en français, ni en anglais ou dans une langue étrangère sur le général Beaufre. Et c'est à la fois le parcours de sa vie, c'est le sens même d'une biographie, mais c'est une biographie intellectuelle dans l'esprit. Sa vie porte la pensée, donc au travers des expériences de sa vie. Donc le livre commence avec sa naissance et se termine avec ses obsèques, mais les événements qui ont marqué sa vie expliquent en grande partie son modèle de pensée stratégique. Et donc c'est entrer dans la stratégie au travers d'une histoire d'homme pour comprendre ce qui est, de mon point de vue, une des pensées stratégiques les plus fécondes, les plus utiles à ouvrir et à travailler aujourd'hui. Comment expliquer que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas encore de biographie, alors même que tous les préparants à l'école de guerre se doivent d'avoir lu son introduction à la stratégie ? La réponse est dans votre question, au sens précis du mot introduction à la stratégie. Donc c'est ce fameux petit livre qu'effectivement les préparants à l'école des guerres doivent lire, mais qui peut être lu évidemment avant d'entrer à l'école de guerre et qui est lu bien après l'école de guerre, puisqu'il est convoqué dans toutes les préparations au concours et tous les travaux d'enseignement supérieur. Et le paradoxe, c'est que ce petit livre, qui est le premier livre du général Beaufre, le plus petit qu'il ait écrit, il en a écrit 15 et qui sont bien plus volumineux, et qui n'avait conçu que comme une introduction, est resté le seul qui est connu aujourd'hui. Et le paradoxe de Beaufre, c'est d'être réduit à ce livre-là, alors que sa pensée est beaucoup plus complexe, au sens latin de complexus, tissé ensemble, c'est-à-dire beaucoup plus riche. Alors justement, qui est le général Beaufre ? Comment résumer la vie de cet homme qui épouse les événements de son siècle ? Alors André Beaufre, il épouse son siècle, d'abord parce qu'il est né au début du siècle, il est né en 1902, et qu'il est mort dans la dernière partie du siècle, le dernier tiers du siècle, il est mort subitement en 1975, et donc il avait coutume de dire qu'il était né avec les voitures hippomobiles et qu'il avait connu la conquête spatiale avant la fin de sa vie. Et donc il a quand même traversé un XXe siècle qui a été un siècle de bouleversements technologiques extrêmement importants. Et au-delà des bouleversements technologiques, c'est bien sûr un siècle de guerre. La Première Guerre mondiale qu'il vit comme adolescent alors qu'il est pensionnaire au lycée Sainte-Barbe à Paris, la Deuxième Guerre mondiale qu'il va faire comme capitaine et commandant, autant, j'allais dire, la défaite de 40 que la libération de la France, et puis tous les conflits coloniaux, alors d'abord le Maroc dans les années 20, mais également l'Indochine à 2 reprises, l'Algérie, il sera commandant des opérations à Suez en 1956. Donc c'est l'homme d'un siècle au sens militaire des expériences qui l'ont profondément marqué. Et puis il a une deuxième carrière après avoir quitté l'armée, dans une carrière plus courte, hein. Il quitte l'armée en 61, il meurt en 1975, donc une deuxième carrière d'une quinzaine d'années au plus,
pendant laquelle il est un des plus grands penseurs de la stratégie en France. Il est un des grands cavaliers d'Apocalypse, de ceux qu'on convoque pour parler de la dissuasion nucléaire française, avec bien sûr Poirier, Ayré, Gallois, donc Beaufre, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, et il participe à la construction du modèle de défense qui est toujours le nôtre aujourd'hui. Donc une carrière de stratège militaire, de tacticien, d'homme de guerre, et une carrière de penseur, ce qui est relativement rare. Et alors justement, vous parlez de sa pensée, comment présenter sa pensée à quelqu'un qui ne connaîtrait pas Beaufre ? Beaufre a cette grande qualité d'être un vulgarisateur. Donc, quand on lit Beaufre, c'est extrêmement clair. L'introduction à la stratégie, c'est un livre séduisant peut-être parce qu'il est petit, mais surtout il est très clair. Il a été fait pour intéresser le grand public aux questions de stratégie. Donc la première qualité de Beaufre, c'est d'écrire dans un langage que tout le monde peut comprendre, ce qui n'est pas le cas de tous les penseurs en stratégie. La deuxième qualité, c'est d'être un assembleur. C'est pas un doctrinaire, c'est pas le chef d'une école particulière qui veut absolument défendre un point de vue particulier. C'est quelqu'un qui va chercher dans la théorie la totalité des outils qui peuvent être utiles pour réfléchir à une situation particulière. C'est un pragmatique. Troisième caractéristique de Beaufre, c'est que cette langue opératoire, elle sert la résolution concrète de problèmes. Donc la stratégie chez Beaufre n'est pas un livre de recettes qu'on ouvre pour trouver la bonne recette, c'est une manière d'être au monde, une posture. On est en stratégie, on entre en stratégie, pour reprendre un célèbre livre ou une phrase du général Desportes, qui a été patron de l'école de guerre, mais qui dit qu'on entre en stratégie. La stratégie est profondément dynamique, elle est profondément plastique, et elle doit s'adapter aux circonstances, ce qui fait aussi qu'elle est profondément holiste. Et donc la stratégie chez Beaufre, comme c'est pas une école particulière, c'est la totalité de ce qu'on peut récupérer comme outil pour faire face à une situation nécessairement complexe, puisque la stratégie, c'est faire face à une volonté adverse. Cette volonté voudra toujours vous contrer. Il part notamment du concept de paix-guerre, un concept qui n'est pas exactement la paix, pas exactement la guerre. Est-ce que vous pourriez développer un peu ce concept ? Nous sommes dans une situation de paix-guerre. Il écrit ça en 1938. Dans les années 60, alors même que les deux grands blocs se livrent une guerre froide avec un parapluie atomique qui les protège et qu'on parlera de paix impossible, guerre improbable, la célèbre phrase d'Aron, Beaufre, il parle de paix-guerre, ce qui est tout à fait adéquat pour l'époque. Mais aujourd'hui, regardons autour de nous. Nous sommes dans une situation où la guerre est parfois déclarée, parfois elle ne l'est pas, mais on est dans une espèce d'entre-deux. Bon, de paix molle, de guerre qui dit pas son nom. Bon. C'est vrai que dans l'actualité récente, on a quand même 2 exemples qui nous montrent que sa pensée est tout à fait d'actualité. Eh bien, le premier avec l'Ukraine, puisque depuis 2014, il n'y a pas vraiment un état de guerre déclaré avec la Russie, et pourtant, il y a des opérations, des tentatives de décrédibiliser le gouvernement en place, de le déstabiliser. Et le second, avec le président vénézuélien Maduro, qui a été capturé par l'armée américaine, alors même qu'il n'y a pas de guerre officiellement déclarée contre le Venezuela. Beaufre est quelqu'un qu'il faut lire aujourd'hui, impérativement, en particulier parce que en France, mais en général, on est très friand des effets de mode. On a l'époque où on pense tout nucléaire. Lisez le livre de Gallois quand il pousse au bout son raisonnement en 1976 en publiant un livre qui s'appelle « La fin des armées » dans lequel il dit on n'a même plus besoin de forces militaires à partir du moment où on a la bombe. Il suffit d'avoir une sorte de pool de techniciens qui vont gérer tout ça et on n'a plus besoin d'avoir de forces conventionnelles. Vous avez l'époque où on pense toute insurrection, tout contre-insurrection, alors même que c'était totalement honni après la guerre d'Algérie. Quand je suis passé aux États-Unis en 2008, juste avant de partir en Afghanistan, j'ai réappris tous les penseurs français aux États-Unis. Parce que bien sûr qu'ils étaient étudiés comme étant des références dans le monde de la contre-insurrection. Et on est passé dans l'excès inverse, c'est-à-dire du tout contre-insurrectionnel. La guerre conventionnelle n'est plus possible. Quelle est la pertinence de la dissuasion nucléaire dans un environnement où votre adversaire ne joue pas du tout dans les mêmes codes et pas du tout dans le même registre? Et donc c'est posé dans les années 2000 la question de la valeur de la crédibilité de la dissuasion en général, la dissuasion nucléaire, et puis la question, on l'a bien vécu au milieu des années 2000 quand il a fallu trouver de l'argent, la question du modèle de défense et les choix drastiques qui ont été faits à l'époque de réduction
de l'outil de défense français, en particulier de ses capacités conventionnelles, type artillerie, chars, avions de chasse. Bon, aujourd'hui, l'actualité nous rappelle que la guerre, elle est plurielle, la guerre c'est un caméléon, dirait Clausewitz, et chez Beauve, vous trouvez une permanence de ses composants dans l'ensemble de sa pensée. On a l'impression que la France, qui pourtant a une tradition de produire des penseurs militaires brillants, a un problème avec la pensée militaire elle-même. Puisqu'il y avait le maréchal de MacMahon qui déclarait avant 1870 « J'efface du tableau d'avancement tout officier dont j'ai lu le nom sur la couverture d'un livre ». Vous citiez le général Gamelin qui a produit une directive dans les années 1930 qui interdisait aux officiers de publier des livres. Comment expliquer cette frilosité très française par rapport à la pensée militaire ? Il y a un rapport aux politiques qui est particulier en France, le rapport entre politique et militaire. Toujours le spectre du césarisme, on pense à Boulanger par exemple. Il y a un rapport particulier en France qui est peut-être moins marqué dans les pays anglo-saxons, mais de fait, Beaufre, quand il est capitaine et qu'il arrive à l'état-major dans les années 30, la directive Gamelin qui date de 1934 interdit formellement à tout officier de publier autre chose que ce qui est marqué dans les documents officiels. J'ai également rassemblé dans un deuxième livre ce que j'ai appelé « Écrits de combat », qui sont des textes que le capitaine Beaufre a rédigés entre 1938 et 1942, à un moment où il sortait tout juste de l'école de guerre, il était affecté à l'état-major. Et donc, les effets de la directive Gamelin, il en parle et il les critique à l'époque, pas 30 ans après. C'est dire à quel point il était une sorte de jeune Turc qui contestait un certain nombre de positions d'époque. D'ailleurs, un des grands maîtres de Beaufre, l'un de ceux qui l'a profondément influencé, mais pas que. Je disais tout à l'heure que Beaufre est un assembleur, il va chercher dans toutes les écoles, mais il a été séduit dans les années 30 par la pensée de Lidlard, le penseur britannique, de la stratégie indirecte, qui développe une école de pensée qui s'oppose à la stratégie directe, qui est plus ou moins associée à Clausewitz, mais un Clausewitz réduit quand même par ce qu'on a interprété des offensives majeures de la Première Guerre mondiale. Quand on lit Clausewitz, bien entendu, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe aussi, beaucoup plus, j'allais dire, contrasté et contradictoire, mais quand on a une lecture absolument réduite de Clausewitz, on en fait le penseur absolu de la stratégie directe, des offensives à outrance, et donc pour Lidlard, de la grande boucherie de 14-18. Et quand Lidlard publie à la fin des années 20 un livre qui s'appelle Reputations, dans lequel il assassine la totalité des grands chefs militaires qui ont gagné la Première Guerre mondiale et qui sont en Grande-Bretagne, mais surtout en France, les tenants du dogme, Beaufre s'amuse. Beaufre, ça allume une lumière dans son cerveau, il se dit, mais en fait, c'est quand même assez curieux de voir quelqu'un écrire qu'il peut y avoir une autre stratégie, une autre pensée stratégique que celle des vainqueurs de 18, qui sont mes instructeurs à l'école de guerre, et qui donnent le là dans les années 30. Et Beaufre devient un admirateur de Lidlard qui rencontre en 1935. Il lit Les guerres dissuasives de l'histoire de Lidlard, qui est un livre dans lequel Lidlard démontre, à partir d'un nombre très important de guerres, sur à peu près 2000 ans, qu'en réalité, la plupart des guerres qui ont été gagnées n'ont été gagnées de manière indirecte et pas par la bataille décisive, pas par l'offensive directe. Et Beaufre s'inspire complètement de ce modèle pour penser sa propre stratégie indirecte, qui est une stratégie qui ne se fonde pas uniquement sur l'outil militaire, mais qui utilise d'autres types d'outils. Donc il va réinterpréter Lidlard dès les années 30. Et c'est un texte qui est le premier texte de ce recueil écrit de combat, écrit en 1938. Il est capitaine, qui s'appelle « La paix-guerre ou la stratégie d'Hitler ». Et il explique comment Hitler est en train de jouer la guerre sous le seuil de déclenchement de la guerre mondiale. Alors, malheureusement, pour tout le monde, pas que pour Hitler, mais il franchit le Rubicon, il va trop loin et la Deuxième Guerre mondiale est déclenchée. Ça marche trop bien, quoi. Et donc, il franchit le point de non-retour. Mais avant cela, il joue de manière parfaite une partition de stratège, ce qu'il appelle d'ailleurs dans l'introduction à la stratégie de l'artichaut, qui consiste à retirer les feuilles pour atteindre le cœur. On retire les feuilles une par une et on voit ce que ça donne, comment ça réagit. Remilitarisation de la Rhénanie, reconstitution d'une armée après la Reichswehr, les Sudètes, l'Autriche, voilà. Et comment est-ce que on teste et ses adversaires se font tapis à chaque fois, et en quoi ça le pousse à aller encore plus loin.
Et c'est fou parce qu'on dit toujours que les mêmes causes produisent les mêmes effets. MacMahon qui interdit aux officiers d'écrire, donc de réfléchir, qui aboutit à la défaite de 1870. Et Gamelin qui fait la même chose 70 ans plus tard, qui aboutit à la défaite de 1940. Comment est-ce qu'on a pu aboutir à cet aveuglement? Il y aurait probablement beaucoup à écrire encore sur Gamelin. Beaufre écrit un livre qui s'appelle Le Drame de 40, qui était peut-être le deuxième livre encore lu de Beaufre. Ce livre-là, il l'a écrit en 41, et là je reviens à ce texte-là, dans un texte absolument magnifique que j'ai redécouvert dans les archives, qui s'appelle Sic transit gloria mundi, ainsi passe la gloire du monde. En 1900, fin 1940, début 41, il est tellement ulcéré par ce qu'il a vécu qu'il écrit un texte sur la Blitzkrieg, le texte numéro 2, et il écrit un texte qui sera la matière première du drame de 40. Donc en fait, le drame de 40, il l'écrit en 41. Et qu'est-ce qu'il faisait avant? Il était dans l'état-major de Gamelin, justement. Il était dans l'état-major de Gamelin, donc il a vécu l'effondrement de l'intérieur. Il a vu ses instructeurs de Saint-Cyr qui étaient si durs, si rigides dans les années 30, se mettre à pleurer comme des enfants parce qu'ils étaient complètement dépassés par ce qui se passait. Bon. Et lui observe ça comme jeune capitaine. Il assiste à toutes les réunions d'état-major, aux rencontres avec Churchill, à la venue de Gaulle, qui vient voir l'état-major. Donc, il est vraiment aux premières loges. Il décrit cet effondrement complet, cette perte de sens complète. Et quand on évoquait tout à l'heure le fait que sa pensée stratégique ne peut pas être dissociée de ce qui l'apporte, c'est-à-dire de sa vie, de l'expérience de sa vie, il est de cette génération d'officiers qui diront après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils seront à un niveau de responsabilité plus important, on ne peut pas, pour reprendre le célèbre mot de Delattre, on ne peut pas perdre la France une deuxième fois. Et donc les stratèges atomiques, les Aéré, les Gallois, les Beaufre, pour y être un peu plus jeune, sont des gens qui étaient capitaines au moment de la défaite de 40. Et ils ne veulent plus jamais revivre ça. Vous avez parlé de De Gaulle, et justement on présente souvent De Gaulle avec une pensée un peu iconoclaste qui s'insurge contre la pensée sclérosée post-Première Guerre mondiale de l'état-major français. Est-ce que les deux se sont connus? Est-ce qu'ils se sont croisés sans s'approcher? Alors, De Gaulle, était l'instructeur de Beaufre à Saint-Cyr. C'était son professeur d'histoire. Donc, il faut imaginer Saint-Cyr dans les années 20 à Saint-Cyr-l'École. Bon, globalement, quand le capitaine De Gaulle arrivait en tenue avec ses décorations de la Première Guerre mondiale, manifestement, ça moufletait pas dans l'amphi et ça bougeait pas. Et d'ailleurs, Beaufre écrit un texte dans le Figaro dans les années 70, après la mort du général de Gaulle, dans lequel il parle avec beaucoup d'affection, mais un peu d'ironie, du capitaine de Gaulle. Ça s'appelle mon professeur d'histoire. Et il décrit de Gaulle campé en espèce de Mazarin Richelieu, rappelant de façon extrêmement brillante les grands moments de l'histoire de France, mais dans un silence absolu dans l'amphi. Bon. Donc oui, de Gaulle a été son instructeur. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'échanges entre eux à l'époque. La vie ensuite, telle que Beaufre l'a vécue, l'a pas amené à être un proche du général de Gaulle. Dans l'art militaire, c'est rare que l'on trouve des chefs qui soient à la fois des praticiens et des théoriciens. Souvent, on oppose un peu les deux d'ailleurs. Le général Beaufre, on le présente souvent comme un théoricien, pour autant il a quand même connu une carrière militaire. Est-ce qu'il a été un bon chef au combat? Vous avez dans l'ouvrage très célèbre d'Hervé Couteau-Bégaret, qui doit être la bible de tous les stagiaires à l'école de guerre, le traité de stratégie, qui est une sorte de dictionnaire en quelque sorte de la stratégie, vous avez un petit chapitre dans lequel il décrit en français ce qui est pour lui la différence entre un stratège et un stratégiste. Le stratège, c'est le chef au combat, c'est le militaire qui conduit les opérations. Il a en quelque sorte des contraintes qui sont celles du temps et de l'espace des opérations et une volonté qui lui est opposée. Et donc, il fait ce qu'il peut sur l'espace de bataille. Et si sa stratégie n'est pas pure, parce que c'est pas le produit d'une école particulière ou c'est pas la recette de la page 24 du traité de stratégie, c'est pas très grave. L'important, c'est que ça marche. Vous avez une autre figure qui fait de la stratégie, ou pour qui la stratégie est une matière, c'est le stratégiste. Le stratégiste, c'est le penseur à l'université, le professeur, quelqu'un qui va enseigner la stratégie et qui va devenir le spécialiste d'une chose particulière, quitte à en devenir presque excessif ou paradigmatique dans ses propositions, mais il l'assume complètement, il n'a pas à être holiste, parce qu'il va devenir, on ne peut pas être spécialiste de tout, donc il faut se spécialiser dans un domaine. Donc ces deux figures, en quelque sorte, de stratège et stratégiste, la seule chose
qu'elles ont en commun, c'est qu'elles réfléchissent à la matière de la stratégie. Mais elles réfléchissent de manière tellement différente que souvent on oppose vraiment ces figures, le soldat ayant un peu de condescendance pour le professeur à lunettes avec sa grosse cravate, et puis le professeur à lunettes ayant un peu de condescendance aussi pour le militaire, qui n'a pas forcément les références universitaires. Voilà. Donc, c'est assez rare d'avoir les deux. Beaufre incarne vraiment cette dimension de stratège et de stratégiste, et malheureusement on lui en donne pas crédit. On lui en donne pas crédit. Allez aux écoles de Coët-Quidan, le bâtiment de la Direction Générale d'Enseignement et de la Recherche, la DGER, s'appelle Général Beaufre. Comment est-ce que vous pouvez vous relever de ça? Et donc aujourd'hui, proposer le nom du Général Beaufre à une promotion, il faudrait plutôt proposer le nom de Lieutenant Beaufre. Lieutenant Beaufre, blessé par balle dans le Rif en 1925, fait chevalier de la Légion d'honneur par Lyautey. On l'oublie. 40 ans d'histoire militaire. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il a publié un livre absolument lumineux, Introduction à la stratégie, qui l'a réduit à la figure du stratégiste. Et ceux qui n'aimaient pas beaucoup, on a pensé, et on a parlé tout à l'heure de Massu, se sont employés à décrire Beaufre comme une sorte d'ordinateur cérébral sur pattes, une sorte de professeur nimbus de la stratégie qui n'avait pour eux pas de consistance ou de légitimité dans la chose militaire pratique, ce qui est complètement faux, évidemment. Et donc cette biographie rétablit aussi une forme de vérité et insiste sur le fait que cet équilibre entre stratège et stratégie explique aussi son modèle stratégique. Voilà pourquoi le modèle stratégique est plastique, voilà pourquoi il est opératoire, voilà pourquoi il ne cherche pas la perfection, voilà pourquoi il va assembler. Il faut que le moteur il marche, il va chercher des pièces partout, il va usiner les pièces si elles ne marchent pas, si elles ne rentrent pas dans le moteur, mais à la fin il va taper sur le capot et ça va partir. Et c'est pas pour faire un cours à l'université, c'est pour s'opposer à une volonté adverse. Donc c'est probablement un grand stratégiste parce qu'il a été un grand stratège et c'est effectivement relativement rare. De cette façon aussi équilibrée. Pour terminer sur le général Beaufre, au fil de l'eau et au fil des métacheurs que vous avez employés, on a l'impression que c'est à la fois un musicien, un médecin, un mécanicien avant d'être un officier. Et c'est fou de voir que l'art militaire est vraiment multiple. Alors d'emblée, je dirais qu'on est tous faits d'identités différentes. Et donc réduire quelqu'un à une seule identité qui serait officier, c'est oublier que chaque personnalité est d'une richesse incroyable. Nous sommes des parents, des enfants, des amis, des joueurs de foot, des gens qui font de la voile. On a une très grande pluralité d'identités. Et ces identités, elles sont en quelque sorte synthétisées dans un même individu. Et vous ne pouvez pas faire la part des choses. Vous êtes ce que vous êtes dans votre complexité, au sens encore de fils tissés ensemble. Et quand vous découvrez plus en profondeur vos camarades de promotion à Saint-Cyr, à l'école, vous êtes stupéfait par la richesse de leur parcours en dehors de la vie militaire. Mais ces autres parcours viennent en fait alimenter leur réflexion. Or, il y a une dimension qui a souvent été négligée, peut-être à raison, ou peut-être que ça s'explique très bien, et qui à mon avis est essentielle pour comprendre le génie militaire, c'est la sensibilité. André Beaufre est quelqu'un d'extrêmement sensible. Il fait de la musique, il dessine extrêmement bien, il a une capacité intuitive à saisir les choses qui est très forte. Lisez Clausewitz, le génie militaire chez Clausewitz, c'est pas une fée qui arrive et qui met un coup de baguette magique sur le berceau du futur maréchal de Saxe. C'est la combinaison de l'intuition, qui est le produit de la sensibilité au sens kantien du terme, la sensibilité nourrie d'expérience, comme une espèce d'IA, et c'est un peu amusant, mais c'est une IA humaine quoi, qui apprend de toutes ces expériences et qui développe l'intuition. Je saisis quelque chose, je sens quelque chose. Napoléon, Delattre, le grand stratège. Et en même temps, le génie, c'est la combinaison de cette intuition et de la détermination, la capacité à faire des choix et à les assumer. Et ça, Beaufre, c'est vraiment ça. Et donc, je pense qu'on néglige trop dans notre modèle militaire parce que on pense que sensibilité, ça doit pouvoir s'acoquiner avec sensiblerie, mais en réalité, des grands chefs militaires sont des gens qui sont extrêmement sensibles à leur environnement pour saisir ce qui se passe. Je me souviens d'un livre qui a été publié dans les années 1960 sur la culture générale de l'officier. Et on se souvient de Gaulle qui disait que la culture générale, c'est l'école du commandement. Et dans ce livre, ils insistaient sur le fait que l'officier ne doit pas seulement être un homme de guerre, mais il doit aller au théâtre, il doit lire des livres, il doit aller visiter des musées, il doit jouer de la musique, il doit apprendre des bonnes manières et se cultiver. Et tout ça, d'une certaine manière, va l'aider à mieux comprendre son métier. Mais d'autant plus qu'en réalité, la guerre, au-delà des effets matériels,
c'est d'abord l'intuition, c'est la volonté en fait. Vous êtes face à une volonté adverse. Si vous arrivez à faire flancher cette volonté, il n'y a même pas besoin d'armes. Et donc en fait, la volonté, c'est la capacité à saisir ce que l'autre pense. Et donc l'intuition, elle est fondamentale, et la détermination, elle est fondamentale dans l'affrontement guerrier.